Bonjour à tous, je suis très content d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui pour vous, les développeurs d'Abidjan, et je vais vous parler de créer une application cloud native avec Quarkus et Google Cloud Function. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur chez Zenith. Donc je vis en France, dans le nord de la France. Vous pouvez me contacter sur mon Twitter ou mon mail, ou si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller regarder ce que je fais sur mon GitHub ou mon blog. Donc sur mon blog, je parle de beaucoup de Java, un peu de Quarkus, un peu de GCP et d'autres choses. Je suis Google Developer Expert, donc sur les technologies GCP et contributeur Quarkus. Alors, quand on parle de Quarkus, on voit souvent son slogan Supersonic Subatomic Java. Et pour expliquer ça, on voit souvent cette image. Ce qu'il faut penser, c'est que Quarkus a été pensé pour les conteneurs. Donc, quand il a été créé, pensé pour tourner dans des conteneurs, ce qui fait qu'ils ont optimisé le temps de démarrage de Quarkus et sa consommation mémoire, son empreinte mémoire. Donc, si vous regardez sur la partie en haut à droite, vous avez l'empreinte mémoire d'une application traditionnelle. Et donc là, on parle d'une application REST plus JPA. En CRUD, c'est pour Create, Read, Update, Delete, par exemple avec Hibernate JPA. Donc sur une stack cloud native un peu classique, on va avoir un resident set size de 200 MB un peu. Resident set size, c'est la mémoire totale prise par le process de votre application sur l'OS, donc ça contient la heap, le metaspace, les stacks des threads et d'autres choses que la JVM, d'autres zones mémoire que la JVM utilise. Si on a une application Quarkus, on aura plutôt dans les alentours de 150 MB, donc 150 MB, 200 MB, on est déjà à 25% consommation mémoire en moins. Et si vous compilez votre application Quarkus comme une image native pour la faire tourner avec l'outil GraalVM, vous êtes à moins de 30 MB de RSS. Si on regarde un peu le temps de démarrage, pour Quarkus, on va compter le temps de démarrage plus le temps de première réponse. Pourquoi? Parce que certains frameworks trichent en écrivant un temps de démarrage très rapide dans les logs, mais quand vous faites la première requête, il démarre encore des composants de manière lazy à la première requête. Donc là, ces tests ont été faits, le temps de démarrage Quarkus plus le temps de première requête. Alors, encore une fois, on regarde la partie tout en bas du graphique qui nous donne une application qui fait du REST plus JPA. Et là, on voit que les stacks traditionnels démarrent en 8, 9, 10 secondes. On parle d'un démarrage avec un CPU. Là où une application Quarkus va plutôt démarrer en 2 secondes, même plutôt 1 seconde 5 dernièrement avec les dernières versions de Quarkus. Donc Quarkus démarre très rapidement. Et si on compile notre application comme une application native, là, on démarre en quelques dizaines de millisecondes, 40 millisecondes, 50 millisecondes, c'est quasiment instantané. Une des choses que j'adore avec Quarkus, c'est que Quarkus va unifier les manières de programmer. Vous pouvez programmer de manière impérative, vous avez une méthode qui retourne directement un objet, ici une string. De manière asynchrone, votre méthode retourne une completion stage, ou de manière réactive, votre méthode retourne un publisher de reactive stream. Et en fait, vous pouvez utiliser les 3 manières de programmation dans la plupart des extensions Quarkus, et c'est le cœur de Quarkus qui va s'occuper de résoudre le completion stage, d'aller s'enregistrer au publisher. Et donc c'est très très pratique et ça permet d'avoir une expérience de développement qui est identique, quel que soit le paradigme de programmation qu'on utilise. Lors du développement de Quarkus et tout au long de son existence, une grande attention a été faite à l'expérience développeur. Donc c'est un des piliers de Quarkus, c'est Developer Join. Donc on a de la configuration unifiée bien sûr et du live reload. Du live reload via le plugin Maven ou via le CLI Quarkus. Donc Quarkus a un CLI, un command line interface. Et quand vous lancez Quarkus via ça, via le plugin Maven, Gradle ou via le CLI, vous avez du live reload. Au sein du live reload, vous pouvez activer du continuous testing qui va vous déclencher vos tests au fur et à mesure que vous modifiez. Donc vous modifiez quelque chose, il va relancer les tests et il lance les tests uniquement sur le code impacté. Ça, c'est en fait intégré au live reload où vous pouvez lancer le continuous testing séparément en faisant Quarkus test ou mvm de .quarkus
espace test. Le live reload, il est très très efficace en Quarkus. Il redémarre très très rapidement votre application, à peu près la moitié du temps de démarrage classique, et au bout, dès la deuxième ou troisième redémarrage, ça prend quelques centaines de millisecondes. Il plante quasiment jamais. C'est pas comme quand on développait il y a quelques années en Tomcat, où au fur et à mesure de redémarrage automatique, on avait des permission space parce qu'il y avait des memory leaks. Il n'y a pas de memory leak parce qu'il supprime les classes logger. Donc c'est très efficace, et vous pouvez ajouter des extensions, vous pouvez à peu près tout faire, et le live reload va toujours redémarrer votre application. Moi, généralement, je démarre mon appli Quarkus le matin, et je travaille dessus toute la journée, et puis je l'arrête le soir. En plus, c'est un live reload assez intelligent, c'est-à-dire qu'il ne va pas recharger l'application dès que vous modifiez du code. Quand vous modifiez du code, il sait qu'il doit redémarrer l'application, il la redémarre à la première fois où vous l'utilisez, par exemple quand vous allez de nouveau l'appeler, ce qui évite que votre CPU il tourne en boucle pour redémarrer votre application. Les dev services, c'est une capacité de démarrer automatiquement en mode dev, ou lorsque vous testez des services externes, des bases de données, des brokers Kafka. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Ça se base sur Test Containers. Quarkus limite le boilerplate au maximum, et vous facilite grandement la compilation native pour si vous voulez compiler votre application comme une image native. Quarkus, ce qui est bien, c'est que même si ça peut paraître un framework un peu récent, bon, il va sur ses 3 ans quand même, c'est en fait basé sur un ensemble de librairies qui sont très très matures et très connues, comme Vertex pour le cœur réactif de Quarkus, Hibernate pour l'accès à la base de données, REST-Easy pour JAX-RS, et surtout c'est basé sur des standards, les standards J2E et les standards Eclipse MicroProfile. Alors, aujourd'hui, on va parler de Cloud Native. Donc déjà, une petite définition. Cloud Native, donc, c'est une approche de développement logiciel qui utilise le cloud pour créer et exécuter des applications évolutives dans des environnements modernes et dynamiques tels que les clouds publics, privés et hybrides. Donc c'est vraiment une architecture logicielle pour tirer parti des fonctionnalités du cloud. Quand on parle de Cloud Native, on va parler beaucoup de technologies, des technologies telles que les conteneurs, les microservices, les fonctions serverless, l'infrastructure immuable. Et c'est ça qu'on va retrouver quand on va créer une application Cloud Native. Quarkus a un ensemble d'extensions. L'extension, c'est comme ça que Quarkus intègre une technologie, donc c'est une dépendance Maven ou Gradle. Et ces extensions, elles vont nous permettre justement de développer des applications Cloud Native. Alors Quarkus a des extensions Serverless Function as a Service pour AWS Lambda, Azure Functions et Google Cloud Functions. Il y a un client Kubernetes qui permet à ce que votre application interagisse avec le cluster Kubernetes sur lequel elle est déployée. Il permet la génération de ressources Kubernetes et OpenShift via Decorate. Il permet la configuration via des config maps Kubernetes, des secrets, du service binding Kubernetes. Il y a une extension Vault pour avoir des secrets dans Vault. Et il y a des extensions pour les services Amazon et les services Google Cloud. Alors, pardon. Quarkus a aussi une extension qui s'appelle Funky, donc c'est une API portable pour écrire des fonctions déployables vers différents cloud providers. Donc avec Funky, vous écrivez une fonction sans utiliser l'API d'un propriétaire d'un cloud, et vous pouvez déployer votre fonction sur AWS ou sur GCP. Funky permet d'écrire des fonctions de différents types, les fonctions classiques, background pour réagir à des événements, ou HTTP pour répondre à un appel HTTP, et aussi Knative et Cloud Event. Pour Google Cloud, il y a un ensemble d'extensions qui s'appelle les Quarkus Google Cloud. Pour Google Cloud, on peut utiliser différentes extensions pour créer des Cloud Functions. On peut les écrire en utilisant les API de Google Cloud, donc qui viennent de la Google Cloud Library, ou en utilisant une des API HTTP de Quarkus. Donc vous pouvez développer vos fonctions Cloud Function via un service REST, via JAX-RS, via les Reactive Routes, via les servlets, via Spring Web, un peu tout ce qui peut faire de la HTTP dans Quarkus. Ou vous pouvez aussi les développer via Funky. Il y a un ensemble d'extensions pour les services du Google Cloud qui existent. Ils sont dans un repo séparé du repo Cœur Quarkus qui commençait à être trop gros, donc les extensions commencent à arriver dans une organisation communautaire qui s'appelle le Quarkiverse. Et dans les Quarkiverse Google Cloud Services, vous allez avoir des extensions pour BigQuery, Bigtable, Firestore, PubSub, Secret Manager, Spanner et Storage. OK ?
Eh ben, on va faire une petite démo en utilisant justement des Cloud Functions et les extensions pour différents services Google Cloud. Donc, moi, je lis beaucoup d'articles sur Internet, donc je voudrais pouvoir aller stocker des bookmarks. Et donc, ces bookmarks, comme j'ai pas envie non plus de créer une interface utilisateur complexe, je veux vouloir aller les ajouter tout simplement en poussant un JSON dans Cloud Storage et ensuite les requêter via un simple curl, donc via une API HTTP. Pour ça, donc, je vais créer 3 fonctions. Une fonction qui va être une fonction de type background qui va se déclencher sur un événement storage. Donc, quand je vais aller uploader via JSUtil un JSON d'un bookmark dans Cloud Storage, ma fonction va se déclencher avec le nom de l'objet qui aura été créé. Puis elle va aller charger le fichier dans Cloud Storage et le pousser dans PubSub. J'ai une deuxième fonction qui va être de type background et s'enregistrer sur un événement sur PubSub. Et donc, cette fonction-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder, écouter un topic PubSub. Quand elle va recevoir l'événement, elle va aller le stocker dans Firestore. Firestore, c'est la base NoSQL orientée document de GCP. Avant, ça s'appelait Datastore. Et ensuite, je vais avoir une fonction HTTP, tout simplement, que je vais pouvoir appeler pour récupérer mes bookmarks. Et elle va s'interfacer avec Cloud Firestore. On y va? On y va. Tac. Je vais aller coder la première fonction. Donc, ma première fonction, elle va écouter un événement sur Cloud Storage. Et pour chaque événement sur Cloud Storage, elle va aller récupérer sur Cloud Storage le contenu du fichier, de l'objet que j'aurais uploadé, et aller le pousser dans PubSub. D'accord. C'est bizarre. J'en ai déjà une, c'est pas grave. Donc, là, ici, j'ai une première fonction. Donc, cette fonction, c'est une fonction qui est de type background event. Donc là, j'utilise l'API de Google Cloud. Et cette fonction, elle va recevoir un objet qui s'appelle storage, de type storage event. Storage event, c'est juste un simple POJO dont tous les champs correspondent à la description de l'événement, tel que récupéré sur la documentation de GCP. Hein. Voilà. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est le nom. Super. Donc, à chaque fois que je vais pousser un JSON avec mon bookmark sur mon bucket Cloud Storage, ma fonction va être déclenchée. Et le nom du fichier, le nom de l'objet, sera dans le champ name de l'événement que ma fonction va recevoir. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller charger le contenu du fichier pour pouvoir aller l'envoyer à PubSub. Donc, cette fonction, la seule chose qui n'est pas 100% pure de l'API Cloud Storage, c'est que j'ai ajouté une annotation CDI pour que ma fonction soit enregistrée dans le conteneur CDI de Quarkus et puisse être détectée par Quarkus. Grâce à ça, je vais pouvoir, entre autres, injecter dans ma fonction des dépendances. Je vais juste rapidement vous montrer mon POM.xml. Donc, c'est un POM qui va importer le BOM de Quarkus et ensuite qui va avoir comme dépendance les extensions que j'utilise. Donc là, ici, Quarkus Google Cloud Functions et les deux extensions nécessaires pour accéder à Cloud Storage et Cloud PubSub. Donc, grâce à ces extensions, je vais pouvoir aller m'injecter un objet storage. Donc, c'est un objet qui aura été mis dans le conteneur CDI de Quarkus par l'extension Cloud Storage. Et grâce à cet objet storage, je vais pouvoir aller récupérer un bucket. Okay. Et donc là, le nom du bucket, c'est ça. Pardon. Bon.
Ah, donc là, je récupère mon bucket. Ensuite, je vais récupérer ce qu'on appelle un blob. Donc, c'est l'objet qui aura été créé dans Cloud Storage. Donc là, le blog, bah, je le récupère depuis le nom. Donc le nom qui a été récupéré depuis l'événement. Et ensuite, le contenu de ce blob, je vais vouloir l'envoyer à PubSub. Alors, envoyer à PubSub un message, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai un petit helper qui s'appelle PubSub Sender. Et donc, lui, je vais lui dire d'envoyer mon message. Donc, le message, c'est un tableau de bytes. Donc, je vais récupérer le contenu du blob. J'ai besoin du project ID. Le project ID, il est dans la configuration, dans mon fichier de configuration. Donc, je vais m'injecter l'item de configuration. On fait config property. Voilà. Donc là, je lui demande juste d'aller m'injecter la configuration dans un champ project ID. Voilà. Si vous êtes un peu curieux, comment est-ce qu'on envoie dans PubSub? Ça marche comme ça. Donc, on crée un topic name depuis le nom du topic et le project ID. On crée un publisher. Ensuite, on va créer un byte stream depuis les données. Donc là, depuis le tableau de bytes que j'ai récupéré depuis le blob de Cloud Storage. On crée un message. Et ensuite, on utilise le publisher pour aller publier le message. Et puis après, le reste, ben là, c'est juste que je vais... voilà. Donc là, je mets juste des callbacks pour savoir si mon message il a bien été publié. Donc si mon message est publié, je vais voir le log. Et ensuite, j'arrête mon publisher. Voilà. Alors, bah, cette fonction, elle a l'air d'être terminée. Donc je vais aller sauvegarder mon code et on va aller la déployer. Donc pour déployer la fonction, la première chose à faire, c'est la builder. Donc là, je vais utiliser Maven pour aller packager mon application. L'extension va packager un UberJar. Ce n'est pas le modèle de packaging standard de Quarkus, mais c'est juste que c'est l'UberJar qui nous permet de déployer une fonction, puisque Cloud Function attend un jar unique. Donc l'UberJar, il a été mis dans Target, dans le répertoire Target Deployment. Là, vous avez votre UberJar. D'ailleurs, on peut regarder, il est assez petit, je crois. Hein. Ah, donc, il fait 30 MB. Il y a toutes les librairies Quarkus et Google Cloud. Donc, bon, 30 MB, c'est pas énorme non plus. Et ensuite, je vais aller le déployer. Alors, je vais aller regarder. J'ai la commande pour le déployer ici. Tac, tac. Et donc, je vais utiliser la commande pour déployer ma fonction. Donc, comment ça marche? Donc, pour déployer une fonction, j'utilise l'outil gcloud qui est fourni par Google Cloud. Donc, je fais gcloud function deploy, le nom de ma fonction, ici, Quarkus GCP Demo Storage. Ensuite, je précise un entry point. L'entry point, ce n'est pas la fonction que j'ai écrite, c'est une fonction qui est fournie par l'extension Quarkus qui ensuite va aller localiser la fonction qui doit réellement appeler dans le conteneur CDI. Je dis de se déclencher depuis un événement qui est Google Storage Object Finalize, donc la finalisation d'un objet dans le Cloud Storage, et sur la ressource Quarkus GCP Demo, qui est un bucket dans lequel je vais pousser mes objets. Runtime Java 11, c'est le seul runtime qui est supporté par Quarkus. Je ne supporte pas le runtime Java 8. Et là où il doit trouver, de toute façon, Quarkus ne supporte plus Java 8 en Quarkus 2. Donc, il faut passer à Java 11 minimum. Et donc, en source, le répertoire dans lequel il a mis l'UberJar. Super. Maintenant, on va créer la deuxième fonction en attendant que celle-ci se déploie. Donc la deuxième fonction, c'est une fonction donc, qui va recevoir un message depuis PubSub. Donc elle va être déclenchée quand un message arrive dans le topic PubSub. Et elle va prendre ce message qui est un JSON et elle va aller le persister dans Cloud Firestore. Donc elle va créer un objet qu'elle va persister dans Cloud Firestore. Donc c'est à peu près la même chose que celle d'avant, hein, sauf qu'elle va recevoir un PubSub message. Donc encore une fois, là c'est le message tel que l'événement qui est poussé par PubSub dans ma fonction. Et là, je vais pouvoir aller stocker dans Firestore. Donc c'est toujours une fonction background. Et donc, si je vais aller le pousser dans Firestore, pareil, je vais pouvoir m'injecter
un objet Firestore grâce à l'extension Firestore que j'ai ajouté dans mon pom.xml. Je vais aller m'injecter un Firestore et je vais pouvoir aller créer ma fonction. Donc là, laissez-moi 30 secondes pour me rappeler. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller créer un objet bookmark. Donc bookmark, c'est un objet que j'ai créé ici. Donc c'est un simple POJO avec un identifiant en URL, un titre, une description. Donc le JSON que je vais pousser pour enregistrer un bookmark va correspondre à ça. Donc la première chose à faire, c'est que je vais créer un bookmark. Et donc je vais créer un bookmark. Donc je vais dire que ce bookmark, c'est je vais utiliser l'object mapper de Jackson ici là pour pouvoir aller décoder mon message. Donc là, c'est le message qui est arrivé via Cloud PubSub et je vais lui dire de le désérialiser dans un type marque. Ensuite, je vais aller récupérer une collection Firestore. Donc là, normalement, c'est get collection. Non, c'est collection. La collection va s'appeler bookmark et dans la collection bookmark, je vais aller créer un objet. Donc, quand on crée un objet, on crée un nouveau document. Donc, c'est collection.document. Et donc, je lui donne un pass. Donc, le pass, c'est mon bookmark.id. Comme ça, la clé du document sera ID. Et après, j'en fais .create en lui passant mon bookmark. Voilà. Donc ça doit plus ou moins fonctionner. On va voir ça juste après. Donc, ici, c'est la même chose. Pour pouvoir aller déployer ma fonction, je fais un mvn clean package. Ça va me packager ma fonction dans un number jar, dans le répertoire target deployment. Et je vais ensuite aller utiliser gcloud pour déployer ma fonction. Donc la commande de déploiement, ça ressemble toujours à la même chose. Gcloud function deploy Quarkus GCP demo PubSub qui est le nom de ma fonction. L'entry point, c'est toujours la Quarkus background function. Et cette fois-ci, comme trigger event, ça va être un google.pubsub.topic.publish, donc la publication d'un message dans un topic PubSub. Et le trigger resource, c'est le nom du topic Quarkus GCP demo. Voilà. Donc là, il déploie. Et ce que je peux aller voir, c'est ma première fonction. Et ma première fonction, elle a été déployée. Donc, il a déployé ma fonction sur une instance qui prend de fonction que de 256 MB. Donc, c'est largement suffisant pour Quarkus. Il n'y a pas besoin de faire des fonctions plus grosses que 256 MB. En tout cas, si votre fonction ne consomme pas beaucoup de mémoire. Et là, je peux aller regarder les logs. J'ai un petit script là qui me permet d'aller récupérer les logs. Et je devrais voir les logs de démarrage de ma fonction. Donc là, on voit 2 logs de démarrage parce que j'ai déployé la fonction ce matin pour vérifier. Donc là, on a bien le log du dernier démarrage de fonction. On voit que ma fonction a démarré en 1 seconde 7, que si c'est 1 seconde 7, le temps de démarrage de Quarkus, c'était 926 millisecondes. Le reste, c'est le temps de démarrage du serveur Jetty. C'est un serveur Jetty qui fait fonctionner les fonctions sur GCP. Et donc là, il me donne ensuite la liste des extensions qui sont utilisées dans mon application. Et donc là, on retrouve bien Google Cloud Functions, Google Cloud PubSub et Google Cloud Storage. Donc là, normalement, ma première fonction, elle marche. Okay. Donc j'ai cette fonction-là qui s'est aussi déployée. Je peux pouvoir aussi aller récupérer les logs. Et cette fonction, voilà. Donc de la même manière,
c'est une fonction background. Donc, pour les tester, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, pour pouvoir bien vérifier toute la chaîne, je vais aller coder ma dernière fonction. Donc, la dernière fonction, ça va être mon API. Donc, ce que je veux, c'est une fonction auquel on puisse accéder via HTTP, donc avec un déclencheur HTTP, et qui, elle, va aller charger le bookmark depuis Cloud Firestore et nous retourner la liste des bookmarks, par exemple. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une fonction qui utilise les API de Google Cloud, sauf qu'au lieu d'implémenter une background function, elle va implémenter une HTTP fonction. Et une HTTP fonction, ça s'implémente par une méthode service qui prend en entrée une request HTTP et une réponse HTTP. Donc là, vous voyez, c'est un peu bas niveau. Hein. Après, on doit aller écrire dans le writer de la réponse. Alors, pour pouvoir aller chercher mes bookmarks, je vais devoir accéder à Firestore. Okay, donc, c'est toujours pareil que dans ma fonction précédente. Et ensuite, je vais aller lister tous les bookmarks qui sont dans Firestore, puis les écrire dans la réponse. Alors, et donc pour pouvoir aller lister tous les bookmarks, je vais aller récupérer la collection dans Firestore, de la même manière. Hein. Et je vais aller lister tous les documents de la collection. Je vais faire un list document. Donc ça va me retourner tous les documents. Est-ce qu'il n'est pas content? Pardon. Et donc après, pour chaque document, pour récupérer le doc, en fait, il faut aller faire un get pour récupérer, depuis le document de préférence, récupérer le document, et un get pour aller récupérer un snapshot du document, qui est vraiment le contenu du document. Ensuite, je vais créer un bookmark depuis ce document. Donc là, j'ai un objet bookmark qui me permet d'aller créer un bookmark depuis un document snapshot. Donc l'objet bookmark, c'est pareil en fait, hein, c'est le même objet que j'avais quand j'ai été créer des bookmarks dans Firestore, sauf qu'il a une petite méthode helper qui me permet, depuis un document snapshot, d'aller créer un bookmark, voilà, en faisant des getString sur les différents champs. Voilà. C'est simplifié, voilà. Et donc, ça, il va falloir aller le mettre quelque part. Pardon, je dois revenir dans ma fonction HTTP. Et donc, ces documents, je vais les stocker dans une URList. Et donc, tous les documents, tous les bookmarks, je vais aller les mettre dans l'URList. Et après, je vais utiliser un object mapper Jackson pour aller sérialiser en JSON mon URList, donc mes bookmarks. Voilà, donc ça c'est ma fonction Firestore. Là, je viens de me percevoir que je ne suis pas sûr d'avoir sauvegardé la dernière version de ma fonction pubsub. Je vais la recompiler et la redéployer, mais c'est pas grave. Ok. Donc ça, c'est juste pour être sûr que tout fonctionne. Hein. Juste voilà, pour quelques secondes. Si j'avais rien fait. Ok, donc là, notre fonction HTTP, on l'a déployée. Donc, je vais la packager. Et aller la déployer avec l'utilitaire gcloud.
Je reprends. Donc, l'utilitaire gcloud, j'utilise de la manière suivante. Gcloud functions deploy le nom de ma fonction. Donc ici, Quarkus GCP demo HTTP. Je précise allow une authenticated parce que par défaut, les fonctions HTTP doivent être authentifiées. Et ensuite, l'entry point, c'est la Quarkus HTTP fonction. C'est pas ma fonction à moi que je viens d'écrire. Le runtime, c'est Java. Le trigger, c'est HTTP. Et les sources, c'est dans Target Deployment. Alors, maintenant qu'on a nos 3 fonctions qui sont presque déployées, on va aller tester la première fonction. Et donc, pour aller tester ma fonction, j'ai des sample data qui sont dans leur répertoire, dans un répertoire juste ici. Et donc, je vais aller pousser 3 bookmarks. Je pousse via l'utilitaire JSUtils les 3 bookmarks dans mon bucket storage. Et donc, normalement, ça va générer 3 événements qui vont faire 3 déclenchements de ma fonction storage, qui vont envoyer 3 messages à PubSub, qui vont faire 3 déclenchements de ma fonction PubSub, qui va enregistrer les 3 bookmarks dans ma base Firestore. Et donc, après, je vais pouvoir normalement aller les récupérer depuis ma fonction HTTP. Donc, si vous voulez juste voir à quoi ça ressemble un bookmark en JSON, c'est du JSON tout simple. Et c'est ça que je pousse sur Cloud Storage. Normalement, dans les logs, on devrait voir que ma fonction a été appelée. J'espère. Et tout à fait, il nous dit bien qu'il a reçu un storage event pour l'objet bookmark-2.json. Voilà, donc ça c'est très très bien. Ici, là, pareil, on devrait voir les messages qui sont passés. Voilà, donc là, il m'a montré les objets. Donc là, j'en ai un. Et si tout se passe bien, je vais pouvoir aller appeler l'API de ma fonction HTTP pour pouvoir aller récupérer via un simple curl les 3 bookmarks que j'ai créés. Ça ne devrait plus trop tarder. Bon, ce que je vous ai montré là, c'est une première implémentation. Et ce qu'on peut dire comme souci, c'est que tout mon code, il est couplé à l'API de Google Cloud. Donc, juste dans quelques secondes, après que j'ai pu vous montrer que tout marche, je vais aller modifier les implémentations pour passer sur des API qui sont agnostiques du cloud provider. Donc, on va modifier la fonction PubSub, par exemple. Non, on ne va pas modifier la fonction PubSub. Je vais modifier la fonction Cloud Storage. Et ensuite, je modifierai aussi la fonction HTTP. Donc, cette fonction-là, la fonction Cloud Storage, je vais la modifier. Alors, en attendant, on a notre application HTTP qui s'est déployée. Donc, je vais pouvoir aller vous montrer comment ça marche. Donc, au déploiement, il nous donne ici l'URL. Et donc, je peux juste appeler ma fonction en utilisant son URL. Je fais un curl. Je verrai normalement les 3 bookmarks que j'ai créés. Le premier appel est toujours un peu lent. Là, il est vraiment très lent. Voilà. Donc, je le rappelle, normalement, c'est beaucoup plus rapide. Et encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Enfin, donc voilà, là, j'ai bien mes 3 bookmarks qui sont retournés par mes fonctions. Donc, revenons à la problématique d'être lié au cloud provider. Donc, si je ne veux pas être lié à mon cloud provider, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu d'utiliser l'extension Google Cloud Functions, je peux utiliser l'extension
Funky, Google Cloud Function. Et donc, cette extension, elle va me permettre d'utiliser Funky pour pouvoir aller implémenter mes fonctions au lieu d'utiliser les API du cloud provider. Je mets à jour. Ah. Donc, là, maintenant, ma fonction, ça va être une fonction toute simple, en fait, hein, une fonction funky. Et donc, une fonction funky, comment ça se définit? Ça se définit via la notation @func qui va dire à funky quelle... Je ne sais pas pourquoi il ne me reconnaît plus storage. Ah bah oui, j'ai enlevé un import en trop. Donc la notation func va pouvoir dire à funky quelle méthode doit être appelée. Et après, normalement, j'ai pas fait le bon import sur storage. Et voilà, là maintenant, j'ai ma fonction qui a été réécrite en funky. Donc il n'y a pas grand-chose à changer. Grosso modo, on va changer la signature de méthode et de classe pour ne plus être dépendant des API Google Cloud Function, mais de funky. Si je fais ça, je vais pouvoir aller redéployer mon application. Donc, je vais d'abord la repackager et il va packager mon application avec le framework Funky. Et ensuite, je vais aller redéployer mon application. Alors, pour redéployer l'application, je vais utiliser une commande de déploiement différente puisque l'onPrimPoint n'est plus le même. L'onPrimPoint est une funky background function et puis la background function de Google Cloud Functions. Voilà. Je pourrais faire la même chose pour PubSub. Je ne vais pas le faire, mais ce serait vraiment exactement la même chose. Pour ma fonction HTTP, ce que je vais vouloir, c'est utiliser un des frameworks HTTP de Quarkus. Et donc là, ce que je propose, c'est d'utiliser REST ici. Donc ça se fait en 2 étapes. Donc je vais changer mon extension Quarkus Google Cloud Function pour l'extension Quarkus Google Cloud Functions HTTP. Et ensuite, je vais ajouter le framework HTTP que je veux utiliser. Ici, je vais utiliser Quarkus REST JSON B pour pouvoir faire des web services JSON avec REST Easy. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais pouvoir maintenant implémenter ma fonction HTTP non pas comme une fonction Google Cloud Function, mais comme un non-point JAX-RS. La première chose à faire, c'est mettre une annotation JAX-RS. Donc là, la notation passe pour dire que c'est un non-point JAX-RS. Et ensuite, sur ma méthode, je vais lui l'annoter avec des annotations de JAX-RS. Donc là, je dis juste get pour lui dire que c'est une méthode qui doit répondre sur le get sur l'URL par défaut de mon endpoint, donc l'URL slash. Et là, comme j'ai pris Quarkus REST Easy JSON B, je peux directement retourner ma liste de bookmarks qui sera sérialisée par JSON B. Plus besoin d'utiliser Jackson directement. Là, je vais bien sûr retourner une liste de bookmarks. Le grand intérêt de ça, c'est qu'imaginez que vous vouliez déployer une fonction qui, sur slash, va lister tous les bookmarks et en faisant un get sur slash ID, pouvoir récupérer un bookmark unique. Là, c'est très très simple. Vous le faites en faisant une deuxième méthode. Voilà. Je n'implémente pas complètement la méthode.
Voilà, donc là, j'implémente pas la méthode, c'est juste pour vous montrer. Tandis que si vous auriez dû faire ça juste avec l'API Google Cloud Function, ou en écrivant dans la requête, bah, ça veut dire que vous devez coder vraiment un routeur, tandis que là, on utilise le routeur de JAX-RS. Voilà, donc ça simplifie quand même grandement la création de fonctions HTTP, surtout si on veut répondre sur plusieurs passes, par exemple, ou sur plusieurs méthodes HTTP. Donc là, pareil, je vais aller builder ma fonction HTTP et je vais aller la redéployer. De la même manière, comme j'utilise une extension différente, j'ai un endpoint différent. Et donc, pour aller redéployer, je vais utiliser cette commande-là qui va utiliser la Quarkus HTTP function du package io.quarkus.gcp.functions.http, donc la Quarkus HTTP function qui est fournie par Google Cloud HTTP, l'extension Google Cloud HTTP. Pour vous montrer que tout ça, ça marche, je vais aller mettre à jour mon bookmark 1. Je veux dire que mon site web, c'est pour educating et fun. C'est pas que j'ai un grand sens de l'humour, mais pourquoi pas. Et ensuite, je vais aller utiliser GSUtils pour aller mettre à jour mon fichier dans le bucket. Et donc, normalement, si tout se passe bien, ma fonction va se déclencher. Donc là, on va regarder les logs. Elle ne s'est pas encore redéclenchée. Là, j'ai pas, les logs n'arrivent pas tout de suite. Hein. Donc la fonction, normalement, s'est redéclenchée. Et je devrais avoir la valeur mise à jour de mon champ de description dans mon bookmark que je viens de mettre à jour. Voilà. Donc là, il a bien reçu un événement, ce qui veut dire que la nouvelle version de ma fonction avec Funky, elle marche. On voit bien là, en fait, hein, quand il a redémarré Quarkus, et il a redémarré Quarkus avec, entre autres, l'extension Funky Google Cloud Functions. Okay. Et donc, quand ma fonction HTTP sera terminée d'être mise à jour, je pourrai de la même manière tester mon endpoint HTTP. Donc voilà, en utilisant Funky et en utilisant REST-Easy, j'ai pu développer mes méthodes, mes fonctions HTTP et mes fonctions background sans être dépendant de l'API de Google Cloud. Donc ça, c'est un petit plus. Et donc là, normalement, ça marche toujours. Si je rappelle ma fonction, qui est toujours aussi lente d'ailleurs. Donc ça dépend. Hein. Parfois, quand je fais des démos, ça répond très très vite et parfois, c'est très très lent. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, là, aujourd'hui, le but, c'était pas de parler de performance des fonctions. C'était juste de vous montrer ce qu'on était capable de faire. Voilà. Et donc là, la description n'a pas été mise à jour. Donc, ma démo n'a pas marché. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Mais donc, je peux regarder les logs si ma fonction HTTP s'est bien déployée. Ouais. Pourtant, ma fonction HTTP s'est bien déployée et la mise à jour de données est passée partout. Il doit y avoir un bug, ce n'est pas grave. Voilà. Et ben, cela clôt ma présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous rappelle, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter via Twitter. Et si vous êtes curieux, vous avez mon site web. Au revoir.